Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo critique sur une vidéo YouTube qui traite de la candidose. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelque temps on m'avait demandé mon avis sur cette vidéo parce que en fait cette personne dit à peu près l'opposé de ce que moi je conseille sur ma chaîne. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit retour sur cette vidéo. Alors c'est parti. Tout essayer pour vous débarrasser de ce petit champignon appelé Candida albicans. Vous vous êtes fait balader pendant des mois par des vendeurs de solutions miracles, dangereuses et inefficaces. Et si la solution n'était pas de vouloir l'éliminer, mais de l'apprivoiser. Parce que le Candida n'est pas votre ennemi, mais un précieux allié. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Le Candida albicans est une levure qui vit principalement dans les muqueuses de l'être humain. Il est présent dans tout le tube digestif, dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, dans les intestins. Complètement d'accord jusque-là. Le Candida albicans se trouve normalement dans notre système digestif, sur notre peau, et normalement en petite quantité. Les problèmes commencent quand le Candida se surdéveloppe et qu'on le retrouve en trop grande quantité. C'est là qu'on a des problèmes et que ça s'appelle une candidose. Et même sur la peau. Il se trouve également sur les objets qu'on utilise au quotidien et sur les aliments. Il est donc naturellement présent dans votre environnement et dans votre organisme. Habituellement, il est inoffensif et se nourrit du sucre qui se trouve dans notre sang. Mais Voilà, c'est là que les problèmes commencent. C'est qu'elle vient nous expliquer que le Candida se trouvait de façon normale dans notre système digestif et sur notre peau. Et puis là, elle parle de complètement autre chose, du Candida dans notre sang. Hein, que le Candida se nourrit de sucre dans notre sang. Le Candida dans le sang et le Candida dans le système digestif, c'est deux choses mais qui n'ont rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Et là, elle est en train de mélanger ces deux choses. Si vous avez le Candida dans le sang, ça n'est absolument pas normal. Normalement, il n'y a pas de Candida dans le sang. Si vous avez du Candida dans le sang, ça s'appelle une infection du sang, une infection fongique du sang. C'est assez grave et ça s'appelle une candidémie. Hein. J'ai fait récemment une vidéo là-dessus, sur la candidose systémique et la candidémie. Mais voilà, candidose dans le sang, candidose dans le système digestif, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et là, elle confond un peu les deux. Hein. organisme. Habituellement, il est inoffensif et se nourrit du sucre qui se trouve dans notre sang. Mais parfois, il peut se multiplier et provoquer une maladie appelée candidose, qui va provoquer une grande fatigue. Donc la maladie qu'on appelle candidose, c'est quand le candida se surmultiplie dans notre système digestif ou sur notre peau. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le candida dans le sang. Quand on a du candida dans le sang, encore une fois, ça s'appelle une candidémie. Problèmes intestinaux, une envie de sucre qui peut aller jusqu'à la boulimie, mais aussi des troubles du sommeil, un état dépressif et des problèmes respiratoires. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ce petit champignon à se multiplier et à devenir pathogène? On entend souvent que le Candida albicans se nourrit de sucre, ce qui est vrai, et que pour l'éradiquer, il faudrait arrêter de manger du sucre. Et c'est là que le bas blesse. Si cette façon de faire était réellement efficace, eh bien plus personne n'aurait de problème de candidose, vu que c'est la solution miracle qu'on vend à n'importe qui souffrirait de cette maladie. Et pourtant, de nos jours, cette pathologie reste récurrente. Alors là, je suis d'accord avec elle. La solution quand on a une candidose, ça n'est pas d'arrêter complètement le sucre. Parce que, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, déjà, la cause d'une candidose, ça va pas être l'alimentation, ça va pas être la cause numéro un. Ça fait partie des causes, mais ça va pas être la cause numéro un. La cause numéro un d'une candidose, c'est un déséquilibre de votre flore causé par des médicaments chimiques, par des produits chimiques et principalement par des antibiotiques. Okay. Donc je vous renvoie vers ma vidéo sur les vraies causes de la candidose que je mets, qui apparaît en haut à droite de cet écran. Et aussi je vous renvoie donc vers ma vidéo sur la candidémie et la candidose systémique que je mets aussi, qui apparaît en haut à droite. Donc effectivement, arrêter de manger du sucre, ça peut baisser vos symptômes, mais ça ne va pas vous guérir d'une candidose. Là, je suis d'accord avec elle. Est de plus en plus difficile à éradiquer. Mais avant toute chose, il faut se rappeler que le Candida albicans est un faux ennemi, puisqu'en temps normal, notre corps travaille en symbiose avec lui. Il entre en jeu dans le maintien de la bonne santé. Le Candida dans notre sang n'est pas un ennemi, mais bien... Encore une fois, là, elle confond deux choses. Elle vient de dire le Candida dans notre sang n'est pas un ennemi. Et avant, elle vient de dire le Candida, il fonctionne dans notre corps, c'est de façon normale. Enfin, je vais remettre. Et en symbiose avec lui. Il entre en jeu dans le maintien... Voilà, que le Candida est en symbiose avec notre corps. Là encore, je suis tout à fait d'accord. Comme je l'ai dit au début, s'il est en petite quantité, de façon équilibrée avec les autres bactéries et champignons dans notre corps, il n'y a pas de souci. Le souci commence quand il y a un déséquilibre et que du coup, il y a, le Candida se surmultiplie. Et comme je l'explique dans beaucoup de vidéos,
c'est principalement à cause des antibiotiques qui détruisent les bactéries dont un des rôles est de maintenir en bon nombre le candidat. Donc quand on détruit les bactéries, eh ben, le candidat n'a plus de garde-fou et commence à se surmultiplier. Okay, donc là, je suis d'accord avec elle que oui, on a besoin de candidats dans notre corps en bonne quantité, de même façon qu'on a besoin des bactéries lactiques, d'autres champignons, d'autres levures, etc. Mais là où ça va pas, encore une fois, c'est qu'elle parle de candidats dans le sang. Ça n'a rien à voir. Corps travaille en symbiose avec lui. Il entre en jeu dans le maintien de la bonne santé. Le candidat dans notre sang n'est pas un ennemi, mais Si le candidat dans notre sang est un ennemi, c'est absolument pas normal d'avoir du candidat dans le sang. Donc comme je disais, là, elle confond les deux, entre le candidat dans le système digestif et le candidat dans le sang. un ami qui va nous permettre de baisser le taux de sucre sanguin. Non, le candidat n'a rien à faire dans le sang et le candidat n'a pas du tout pour fonction de baisser le taux de sucre dans le sang. Absolument pas. En fait, c'est une bouée de secours au cas où le pancréas ne serait plus capable d'abaisser notre taux de glucose sanguin. En d'autres Non, donc encore une fois, ça n'a rien à voir. Si vous avez une candidémie, c'est que vous avez un système immunitaire extrêmement faible, que vous êtes déjà gravement malade. Et en général, une candidémie, comme j'explique dans ma vidéo sur la candidémie, une candidémie, c'est une maladie nosocomiale. C'est parce que vous avez un système immunitaire extrêmement faible que vous allez avoir une infection fongique de votre sang. Mais en temps normal, vous n'êtes pas censé avoir de candidat dans le sang, vous n'êtes pas censé avoir du candidat dans le sang qui régule votre taux de glucose dans le sang. Absolument pas. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais c'est absolument pas vrai. Si notre organisme n'est pas capable de réguler notre taux de glucose sanguin, donc de l'abaisser, à ce moment-là, le candidat va entrer en jeu. Ce micro-organisme est donc indispensable à notre survie et nous ne devons jamais essayer de l'éradiquer complètement. Il faut simplement essayer de comprendre pourquoi il se multiplie de la sorte, parce que ce n'est pas un comportement. Donc là, sur ce point-là, je suis d'accord. Il ne faut pas essayer de l'éradiquer. De toute façon, ce n'est pas possible de l'éradiquer complètement. Là, moi, je parle du candidat dans le système digestif. Encore une fois, c'est normal de l'avoir dans le système digestif en petite quantité. Quand vous avez une candidose, c'est qu'il est en trop grande quantité. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire baisser à un niveau normal le candidat dans votre système digestif ou sur votre peau, si c'est sur votre peau que vous l'avez. Mais si vous avez une candidose sur la peau, c'est que vous avez aussi une surprolifération dans votre intestin. Mais encore une fois, là, elle est en train de mélanger le candidat dans le système digestif et le candidat dans le sang. De sa part. Mais avant de voir comment vivre en symbiose avec le candidat albican, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'aider au référencement de la chaîne et abonnez-vous en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Nous avons vu que le candidat albican se nourrit du sucre qui se trouve dans le sang et qu'il intervient du moment. Non, c'est faux. Le candidat albican ne se nourrit pas du sucre qui est dans le sang. Parce que pour la millième fois, je suis désolée, du coup je me répète, mais pour la millième fois, on n'est pas censé avoir du candidat dans le sang. Par contre, le candidat qu'on a dans notre système digestif, il a son rôle, comme les bactéries, comme les autres levures. Leur rôle, c'est un peu, entre autres, un rôle déboueur. Ils vont manger ce que nous, on n'a pas digéré, ce que nous, on n'a pas absorbé. Donc effectivement, si vous mangez beaucoup de sucre, vous allez avoir une surprolifération de certains champignons, en particulier le candidat albican, qui, dans votre système digestif, va manger l'excès de sucre que vous mangez et que votre corps ne peut pas absorber. D'accord ? Mais il n'a rien à voir, le candidat, avec le taux de glucose dans le sang. Où le pancréas n'est plus capable de gérer ce surplus. Notre glycémie doit rester constante, c'est-à-dire 1 gramme par litre de sang, sinon on risque d'entrer rapidement dans un diabète. Lorsque l'on mange trop gras, cela va bloquer le sucre dans le sang, car le gras en fait bloque les récepteurs à insuline, ce qui fait que le sucre ne peut plus rentrer dans les cellules. Le glucose va donc rester dans la circulation sanguine. Alors ça, pendant un petit moment, je me suis demandé d'où elle sortait ça. Et en fait, j'ai compris parce que elle est végane, et à mon avis, elle doit tenir ça de cet article ici, nutritionfacts.org, qui est un article du docteur Greger, qui est un docteur vegan, qui est qui est l'exemple type du bon vegan, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce docteur Greger qui explique dans cet article que l'insuline, que le diabète de type 2 est causé par le gras et non pas par les glucides. Donc je suppose que c'est de ce genre de source qu'elle nous parle. Donc en fait, ça a l'air d'être quelque chose qui circule bien dans les cercles véganes.
ils remettent toute la faute sur le gras, et en particulier le gras saturé animal en particulier. Alors, donc déjà, il faut voir de quel gras on parle. Quand on parle de gras, il y a plein de gras de différentes sortes. Il y a, comme vous le savez, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Hein, donc tout ça, c'est des gras polyinsaturés, sauf les oméga 9 qui sont monoinsaturés. Et puis vous avez le gras saturé. Donc ça peut être du gras végétal saturé, comme l'huile de coco par exemple, ou l'huile de palme. Hein. Les gras saturés, c'est les gras qui sont solides à température ambiante. Et puis vous avez les gras saturés animaux, de tous les animaux, quoi. Vous avez le gras de bœuf, hein, le gras de porc, le gras de canard, voilà, qui sont en majorité saturés. Donc, et puis vous avez aussi le gras transformé, complètement artificiel, qui est le gras trans. Ok, alors j'ai tout un article sur les graisses, je mettrai le lien de cet article dans la description sous cette vidéo si vous voulez plus d'infos sur les différents gras et leur effet sur la santé. Mais si vous voulez, depuis la nuit des temps, les humains ont mangé du gras animal saturé. Alors que de manière très récente dans notre histoire, les humains ont commencé à manger en grande quantité du gras végétal, et en particulier du gras végétal polyinsaturé et raffiné. Donc, encore une fois, il faut voir de quoi on parle quand on parle de gras. Alors effectivement, certains types de gras, les gras raffinés artificiels, oui, vont causer de l'inflammation, oui, peuvent aggraver le diabète. Et ces gras-là, ce sont les oméga 6, en particulier ceux d'extrêmement mauvaise qualité qui viennent de plantes génétiquement modifiées comme l'huile de soja par exemple, ou l'huile de maïs, qui sont extrêmement utilisées aux États-Unis. Moins en France heureusement, mais quand on trouve des études qui parlent des effets délétères du gras sur la santé, ce sont des études qui en général sont faites aux États-Unis, et c'est en général des études qui utilisent ce type de gras. Donc soit des gras polyinsaturés extrêmement raffinés faits à partir d'OGM, soit carrément des gras trans. Les gras trans sont extrêmement nocifs pour la santé. Encore une fois, je vous renvoie vers mon article pour plus d'infos. Mais là, ce qu'elle est en train de dire, que c'est le gras qui cause le diabète, ça vient de ces études, de ces articles complètement biaisés. Je vous mettrai les liens d'autres articles et de vidéos sur ces sujets-là sous la vidéo, notamment celui-là, Do Saturated Fats and Trans Fats Cause Type 2 Diabetes. Donc je vous mettrai ce lien-là, et puis je vous mettrai ce lien-là, qui est une vidéo du Dr Berg qui nous explique, qui pose la question, est-ce qu'une alimentation riche en gras cause le diabète de type 2 ? Continuons. Pourquoi le candidat devrait plutôt être vu comme une espèce de sonnette d'alarme. Il nous avertit que notre organisme est en train d'approcher rapidement du diabète et que nous devons rapidement baisser drastiquement notre consommation de gras. Non. Voilà, comme je viens d'expliquer. Après, en gros, là, elle dit que d'avoir une candidose, c'est un signe de prédiabète, si on veut. Hein. Il n'y a aucun rapport entre candidose et prédiabète. Par contre, effectivement, les personnes diabétiques ont plus de chances d'avoir une candidose, et en particulier une candidémie, puisque les personnes diabétiques ont trop de sucre dans le sang. Mais c'est le seul lien en fait avec la candidose. C'est pas dans le sens qu'elle dit, c'est dans l'autre sens qu'effectivement il y a un lien entre la candidose et le sucre dans le sang, et le diabète. Il y aura de graves conséquences sur notre santé. La plupart des gens créent une fatigue du pancréas jour après jour et repas après repas. Si le sucre que l'on mange et qui se retrouve dans notre circulation sanguine est directement acheminé vers les cellules, il n'y a aucun problème d'un trop-plein de glucose dans le sang. Maintenant, s'il y a un excès de glucose dans le sang, le candidat va rapidement se multiplier. Il va consommer l'excès de sucre, ce qui va... Encore une fois, le candidat n'est pas censé être dans le sang. En fait, elle en parle comme si c'était normal que le candidat se trouve dans le sang, qu'il se trouve normalement dans le sang, qu'il fait sa vie, et qu'il va se surmultiplier quand il y a trop de sucre dans le sang. Non, le candidat n'est pas censé être dans le sang de base. La seule façon dont vous avez le candidat dans le sang, dont vous allez avoir une candidémie, comme je le disais au début, c'est si vous avez une maladie nosocomiale, vous êtes déjà gravement malade, vous avez un système immunitaire oral et pâquerette, ce qui fait que vous pouvez développer une candidose dans le sang, donc une candidémie.
ok. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Et si vous voulez, donc là où elle nous dit que c'est la faute du gras si on a le diabète de type 2, je veux dire, si c'était le cas, alors toutes les personnes qui mangent du gras de manière régulière dans leur alimentation et aussi des glucides, on aurait tous le diabète en fait. On aurait tous le diabète. Mais on voit très bien que qui sont les personnes qui développent du diabète? Ce sont les personnes qui consomment énormément de produits transformés et énormément de glucides. C'est principalement les personnes qui mangent de la malbouffe en fait. D'accord? Donc si vous mangez un régime à la Weston Price, donc riche en... Enfin, un régime à la Weston Price, c'est un régime qui contient tous les macronutriments sans distinction. C'est pas un régime restrictif qui élimine telle ou telle sorte de macronutriments. Dans le régime Weston Price, on mange de tout. Le seul critère, c'est qu'il faut manger des choses non transformées, des aliments non transformés, bruts, naturels. Okay, à partir du moment où vous mangez un régime à la Weston Price, brut, non transformé, non raffiné, naturel, vous pouvez manger du gras, vous pouvez manger des glucides, vous pouvez manger des protéines. À partir du moment où ils sont bruts, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez pas de diabète. Vous n'aurez pas non plus de candidose, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'alimentation n'est pas la première cause de la candidose. La première cause de la candidose, c'est un empoisonnement aux produits chimiques et en particulier aux antibiotiques. Mais voilà, le gras animal que l'homme consomme depuis toujours ne cause pas le diabète. Sinon, les humains auraient été diabétiques depuis la nuit des temps. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé dramatiquement depuis le début du XXe siècle? C'est une surconsommation de produits transformés, d'huile raffinée, hydrogénée trans, comme j'ai dit tout à l'heure, et une surconsommation de glucides transformés. C'est ça le problème, c'est ça qui va causer le diabète, c'est pas juste trop de gras dans notre alimentation. Amener des symptômes inconfortables et des problèmes de santé. Mais du moment où le niveau de sucre va redescendre, le candidat va faire de même. C'est une réaction tout à fait normale qui fait partie de la physiologie humaine. En temps normal, il ne pose aucun problème de santé et aucun symptôme inconfortable. Si vous mangez beaucoup de gras, le gras reste très longtemps dans le sang. Ça peut aller de 12 à 24 heures. Ce qui va empêcher le sucre d'entrer dans les cellules et permettre au candidat de se multiplier. Ici, à nouveau... Bon là, je vais pas me répéter, hein, je viens de l'expliquer, mais non, ça c'est une théorie de vegan à la docteur Greger. Mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Ces gens-là qui écrivent ce genre d'articles ici, ils sont pleins de biais et ils essayent de diaboliser les produits animaux, le gras animal, en utilisant des biais, comme je vous disais, où ils vont en fait utiliser des gras complètement raffinés qui ne sont même pas des gras animaux, mais ils vont blâmer le gras animal pour le diabète. Beaucoup de cas, notre médecine moderne va soigner le symptôme en privant le candidat de sucre. Mais par la même occasion, nous allons priver toute... Alors déjà, la médecine moderne, si elle parle de la médecine allopathique, les médecins allopathiques, en général, ils connaissent même pas ce que c'est le candida ou la candidose. Et puis, si vous leur parlez de ça, ils vont jamais vous parler d'une modification alimentaire, ils vont juste vous donner un antifongique chimique. Donc là, je sais pas trop pourquoi elle dit ça. Cellules de notre corps, de son précieux carburant. Nos cellules ont un besoin vital de glucose. Donc on va exclure le sucre et par la même occasion les fruits, vu que c'est la nourriture principale du candidat, mais on ne va pas essayer de comprendre la cause sous-jacente de tout ce processus, qui est tout simplement une surconsommation de gras qui va court-circuiter le métabolisme du glucose dans notre corps. Ce n'est pas le glucose qui va causer le candidat, mais bien le gras. Tout comme Alors, c'est ni le gras ni le glucose qui cause le candida, comme je le redis. C'est pas l'alimentation la première cause d'une candidose, c'est un empoisonnement aux produits chimiques. Pourquoi? Parce que les antibiotiques, comme je l'ai dit au début, vont dévaster votre flore intestinale, vont dévaster vos bactéries lactiques qui sont les garde-fous du candida. Okay, voilà, c'est ça la cause numéro 1. Après, de changer l'alimentation. Si vous venez d'une alimentation hyper transformée, ça ne pourra que être bénéfique si vous avez une candidose pour vous rétablir. Voilà, il faut penser en qualité des aliments et pas en éliminant complètement telle ou telle catégorie. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est conseillé de baisser son taux de glucides dans son alimentation. Par contre, moi j'insiste quand même beaucoup dans beaucoup de vidéos et notamment dans mon cours pour réparer son intestin, j'insiste sur le fait qu'il faut quand même manger des glucides. Je vois beaucoup de personnes qui ont une candidose qui ont cette phobie des glucides.
et qui ne mangent pas de glucides. Et je leur dis non, il faut que vous mangiez des glucides, parce que si vous mangez 0 glucides, vous allez vraiment affamer votre corps, vous allez mettre votre corps en difficulté, comme elle va l'expliquer après d'ailleurs, mais je vais du coup la laisser parler, je vais revenir dessus. Diabète, ce n'est pas le sucre le problème, mais le gras qui va court-circuiter l'entrée du glucose dans les cellules. Tout comme le cancer, le problème n'est pas le sucre qui va également venir nourrir les cellules tumorales, mais bien le déclencheur du cancer. Qu'est-ce qui en est la cause? Et donc bannir le sucre lorsqu'on a contracté une candidose ne va pas soigner la cause, mais va simplement réduire les symptômes. Soigner ainsi le candida ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on voit autant de gens qui se battent avec ce problème depuis des années. Donc effectivement, juste éliminer le sucre de votre alimentation ne vous guérira pas d'une candidose. Il faut aller beaucoup plus loin. Déjà, il ne faut pas éliminer complètement le sucre, comme j'étais en train de dire, parce que c'est très difficile pour votre corps de fonctionner avec 0 glucides. Mais je vais la laisser parler. Réussir à l'éradiquer. Si vous coupez le sucre, la seule conséquence va être que vous allez être très fatigué parce que vous allez priver votre corps de son énergie vitale. Il faut savoir que de toute façon, si vous n'apportez pas de sucre directement à votre organisme, celui-ci va tout mettre en œuvre pour en fabriquer par lui-même. Il va transformer les protéines, il va transformer les graisses et donc du glucose, vous en aurez de toute façon parce que sans ça, vous allez mourir. Le processus. Alors, je suis d'accord que si vous arrêtez de manger du sucre, vous allez vous sentir très fatigué, voire angoissé, vous pouvez avoir des insomnies. C'est vraiment très difficile pour le système nerveux et pour le système hormonal en particulier. C'est très difficile aussi pour votre foie qui doit faire la conversion du gras ou des protéines en glucose. Donc là, je suis complètement d'accord avec elle, c'est pas une bonne idée de manger 0 sucre. Il en faut un peu. Il faut un peu de glucides pour que votre corps fonctionne correctement. Mais il ne faut pas non plus trop en manger parce que ça aggrave les symptômes de la candidose. Donc il faut trouver le bon équilibre, ne pas manger trop de glucose, ne pas en manger pas assez, trouver un juste milieu pour que vous vous sentiez bien sans trop nourrir votre candidose. De transformation des lipides et des protéines en glucose s'appelle la néoglucogénèse. Nos cellules ne peuvent tout bonnement pas survivre sans sucre. Si notre corps, respectivement notre cerveau, est privé de sucre, cela va entraîner des convulsions, le coma et aller jusqu'à la mort. C'est ce qui se passe avec les personnes qui sont diabétiques de type 1. Si leur taux de glucose sanguin baisse trop, elles vont convulser, elles vont tomber dans le coma et elles vont finir par mourir si on ne leur administre pas des doses de glucose. Oui, mais là, elle est en train de comparer, je ne sais pas trop si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de comparer les diabétiques de type 1 avec les gens qui ont la candidose et qui mangeraient 0 glucose, 0 glucides. Comme elle vient de le dire, effectivement, le corps va se démerder si vous mangez 0 glucides, pour en produire à partir de protéines et de gras. Donc là, je ne comprends pas trop sa comparaison avec les personnes diabétiques de type 1 qui peuvent tomber dans le coma et mourir si elles ne mangent pas de sucre. C'est pas vraiment comparable du tout. Hein. C'est pas parce que vous avez une candidose que vous êtes diabétique de type 1 et que si vous arrêtez de manger du sucre, vous allez vous tomber dans le coma ou alors mourir. Hein. Pour sortir de ce cycle infernal du candida albicans n'est donc pas de réduire le sucre, mais de réduire le gras. Lorsqu'il y a un abaissement du niveau de gras dans le sang, le sucre va de nouveau pouvoir être correctement distribué à toutes les cellules. Qu'elle me montre les études en particulier qui parlent de ça, parce que, encore une fois, s'il y a des études qui disent ça, il faut regarder les détails, quel type de gras ils ont donné aux souris, si c'est des études sur les souris, ou aux humains. Et en général, vous verrez que c'est des gras extrêmement dégueulasses, comme je disais au début, oméga 6 à partir d'OGM, gras trans, hydrogénés, etc. Le sucre ne sera donc plus en trop grande quantité en circulation dans le sang. Si les personnes souffrant de candidose suivaient une diète tout simplement moins riche en graisse, beaucoup remarqueraient que leurs problèmes seraient réglés en quelques jours. Je ne sais pas si elle est au courant, mais il y a des tas de gens qui suivent un régime cétogène et qui n'ont pas de diabète et qui voient leur état de santé général beaucoup s'améliorer et qui voient leurs symptômes de candidose bien baisser. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément mon conseil de suivre un régime cétogène et encore une fois, ce n'est pas le régime qui va vous guérir de la candidose. Hein. Que ce soit un régime faible en gras ou faible en sucre, dans tous les cas, ce n'est pas le régime qui va vous soigner de la candidose. Parce que comme j'explique sur mes autres vidéos sur la candidose, la nourriture favorite du candidat, c'est effectivement le glucose. Mais en réalité, le candidat peut manger de tout. Il va préférer, oui, le glucose, donc il va vraiment prospérer quand il y a beaucoup de glucose, mais quand il n'y en a pas assez, il va manger des protéines, du gras, il va vous manger vous, il va aussi se mettre en hibernation en attendant de recevoir à nouveau suffisamment de glucose. Donc si vous avez, disons, une alimentation avec 0 glucose
pendant, disons, 5 mois, vous allez effectivement sentir que le candidat s'est mis en dormance, vous allez vous sentir mieux, avoir moins de symptômes, mais dès que vous remangerez du glucose, enfin des glucides, vos symptômes vont repartir parce que le candidat va repartir de plus belle, parce que le candidat se met en hibernation. Donc ça n'est pas par l'alimentation seule que vous allez vous sortir d'une candidose. C'est principalement avec des antifongiques naturels, des probiotiques, et puis des compléments pour réparer votre intestin et votre système digestif de manière générale. En tant que végane, mangeant énormément de glucides, énormément de fruits, on a toujours eu très peur pour moi, par exemple mes professeurs, lorsque j'ai suivi mon cursus de nutrition, ils ont toujours eu très peur que je contracte la candidose. Ce ne fut pas mon cas. Parce que la candidose n'est pas causée par beaucoup de glucides dans l'alimentation. Comme je le disais, la première cause de la candidose, c'est dû aux produits chimiques, et en particulier aux antibiotiques qui dévastent la flore intestinale. Un régime riche en glucides n'est que une aggravation. Ça ne va faire qu'aggraver la situation si vous avez un déséquilibre dans votre intestin. Alors, aussi, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui lui demandaient ses sources scientifiques. Et elle donne celle-là, ici. Alors, hop, ici, c'est un extrait d'étude. C'est un extrait assez court, donc j'ai voulu voir l'étude en entier. Donc je l'ai trouvé, je sais plus où je l'ai mise. Elle est ici. Alors, en fait, déjà, juste en lisant l'extrait, juste avec cet extrait, je me suis dit, il y a un truc là qu'elle n'a pas capté. Il y a marqué que l'étude a été conduite sur 28 volontaires en bonne santé. En bonne santé. Ok, donc là, à nouveau, elle confond, elle mélange tout. Elle mélange des gens en bonne santé avec des gens qui ont une candidose. En gros, donc, bon, là c'est l'extrait et l'étude en entier, elle est ici. Donc voilà, et je vous l'ai traduite ici, et je vais la détailler dans 2 secondes. Mais donc ici, c'est une étude qui observe un groupe de personnes, de 28 personnes, en bonne santé, en 3 étapes. Donc, première étape, ils les observent avec leur régime alimentaire habituel et ils analysent le nombre de candidats dans la bouche et dans les selles. Deuxième étape, à l'étape 2, ils leur donnent plus de glucose raffiné. Et là, à nouveau, ils analysent le candidat dans la bouche, dans les selles. Et étape 3, les gens reviennent, donc les volontaires reviennent à leur alimentation normale, et à nouveau, ils analysent les candidats dans la bouche, dans les selles. Et en gros, ce que cette étude, elle dit que finalement, il y a très peu de changements chez ces sujets-là après l'alimentation riche en glucides raffinés. Okay, donc c'est son argument à elle, c'est pour ça qu'elle a donné cette étude. Par contre, dans l'extrait, il y a quand même cette phrase-là qui n'est quand même pas anodine. Cependant, chez des sujets sélectionnés avec un nombre élevé de candidats albicans par voie orale, nous avons observé une augmentation du nombre de candidats albicans fécaux en réponse au régime alimentaire. En gros, ce que ça veut dire, c'est que parmi les 28 sujets que ces scientifiques ont observés, la plupart, effectivement, ne voyaient pas, ils étaient en bonne santé, la plupart ne voyaient pas de changement après un régime riche en glucides. Par contre, il y a une partie de ces 28 sujets qui avaient de base plus de candidats dans leur bouche que les autres sujets, et eux, après avoir mangé plus de glucides, ils ont eu encore plus de candidats dans leur selle après le régime donc riche en glucides. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes absolument en bonne santé, manger plus de glucides pendant quelques jours, ça va rien changer ou très peu. Par contre, si vous avez déjà tendance à avoir un peu trop de candidats dans votre bouche, ça veut dire que vous n'êtes pas tant en bonne santé que ça. Et bien là, tout de suite, un régime riche en glucides, ça va, on voit très vite que ça augmente le nombre de candidats. Donc déjà, là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien lu, enfin c'est pas une impression, elle n'a pas bien lu cette étude. Et puis, ce qu'il y a de plus important à voir dans cette étude, c'est 28 volontaires sains, en bonne santé, d'accord? Donc ça contredit ce qu'elle raconte dans cette vidéo. Dans sa vidéo, elle dit que si vous avez une candidose, manger plus de glucides, ça ne fera rien. Et elle cite cette étude qui montre que c'est pas chez les gens qui ont une candidose, c'est chez les gens qui sont sains, qui n'ont pas de candidose. Elle mélange les torchons et les serviettes complètement. Donc voilà, j'ai surligné d'autres choses. Là, je ne vais pas trop passer de temps. Je mettrai le lien de l'étude dans la description sous cette vidéo si vous voulez la lire. Mais ici, voilà, la consommation fréquente de glucides raffinés n'a pas favorisé l'augmentation de la colonisation ou de l'infection par les candidoses dans le tractus gastro-intestinal des individus en bonne santé. En bonne santé. Ok, si vous avez une candidose, vous n'êtes pas en bonne santé et les résultats de cette étude ne vont pas s'appliquer à vous.
Et puis en plus, ils ont donné un régime riche en glucides que pendant 7 jours. C'est très faible, 7 jours. Hein. Donc cette étude porte sur des individus en bonne santé qui n'ont pas de candidose avec plus de glucides pendant seulement 7 jours. Okay. Il faut voir les détails de ces études. Voilà, nous concluons que les individus en bonne santé ne développent pas de l'augmentation du nombre de candidats à la suite d'une alimentation riche en sucre. On est d'accord. Par contre, après, il dit... Alors, je ne vais pas tout vous lire, encore une fois, faites pause à la limite sur cette diapo si vous voulez tout lire. Mais après, ce qu'ils disent, c'est que... voilà. Cependant, il convient de souligner que les effets limités observés dans notre étude s'appliquent aux individus en bonne santé. En bonne santé. Avec des mécanismes de contrôle intacts pour maintenir le nombre de candidats bas. Ok. Le rôle des glucides raffinés chez les patients dont les mécanismes de défense sont compromis est encore spéculatif. Les études de suivi clinique devraient aborder la question de savoir si les restrictions de glucides raffinés pourraient diminuer le nombre d'organismes candidats albicans colonisant le tractus, blabla, dans des groupes de patients spécifiques, par exemple chez les personnes recevant des antibiotiques. Ok. Donc cette étude, encore une fois, elle ne montre pas que l'augmentation de glucides chez des personnes qui ont une candidose n'est sans conséquence. Elle montre que l'augmentation de glucides pendant seulement 7 jours chez des personnes qui n'ont pas de candidose n'a pas de conséquences. Mais malgré tout, comme je vous ai dit au début de cette étude, ici, ils observent quand même qu'il y a parmi ces sujets sains, il y en avait qui n'étaient pas si sains que ça parce qu'ils avaient plus de candidose dans la bouche que les autres et en mangeant plus de glucides, oui, ils ont eu plus de candidats dans leur selle. Donc ça veut dire de manière générale dans leur système digestif. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Malheureusement, cette youtubeuse confond un peu tout et c'est bien là le problème. Voilà, pour plus d'infos sur la candidose, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je mettrai ma playlist sur la candidose qui s'affiche ici à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook si vous avez des questions, à commenter sous cette vidéo. Et j'ai aussi mon cours pour réparer l'intestin et pour se débarrasser de la candidose, du SIBO et autres dysbioses. Le lien se trouvera dans la description sous cette vidéo. À bientôt, salut!